Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On regarde ou pas, un podcast dans lequel on parle de films, de séries, de pop culture et de tout ce qui nous intéresse. Je suis Michel, votre hôte. Et moi c'est Audrey. Comment ça va Audrey ? Ça va très bien et toi ? Bah écoute, ça va, j'ai froid, mais sinon ça va, ça pourrait être pire. J'ai un petit peu moins froid là où je suis. Ah, t'es bien chanceuse. Dis-moi, as-tu regardé ou lu des trucs intéressants ces dernières semaines ? Eh bien ouais, je me suis replongée dans des vieux programmes des années 90 parce que je commence sérieusement à m'ennuyer avec ce qu'on nous propose à la télévision et même sur les plateformes en streaming. Du coup j'ai découvert plutôt, la version de la BBC de Orgueil et Préjugés. Je sais pas si tu l'avais vu. J'ai vu passer des images mais je l'ai pas regardé. C'est une mini-série. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'épisodes et bon, ça raconte l'histoire du livre, quoi. C'était hyper cool. J'ai beaucoup aimé. Et puis, pour continuer dans ma lancée des années 90, j'ai regardé des vieilles comédies romantiques avec Hugh Grant jeune, Meg Ryan jeune, Tom Hanks jeune. Et on se rend compte que la production, elle est très bien faite. Comparé à des productions qu'on a de Hallmark, par exemple, toutes les comédies romantiques de Noël, pourtant, les prémices de leurs films n'étaient pas si ouf que ça. Ouais, parce que moi, j'ai vu, vous avez un message, You Got Mail. J'avais vu, j'avais été obligée de le voir quand j'étais en cours. C'était quoi, d'information et communication? Parce que j'ai une licence en infocom, et on a dû se taper le film pour étudier, du coup, le rôle, je crois, de la messagerie, de comment avant c'était utilisé comme un vrai outil de communication, et qui permettait de lier les gens entre eux, blabla. Et c'est vrai que, après, c'est pas mon truc, les comédies romantiques, mais c'est vrai que, genre, en termes de scénario, ça vole pas très haut, quoi. On est d'accord. Et pourtant, les dialogues, ils sont super cool, les acteurs sont géniaux, le décor est génial. En fait, le film, ils arrivent à le rendre plus que regardable et super intéressant. Il est pas plat, il est pas vide, il a un petit quelque chose, il est chaleureux, quoi. Donc c'est agréable de le regarder. Donc voilà, je me suis replongée dans ces films-là. J'ai regardé, je crois que c'est Midnight at Seattle, avec toujours Meg Ryan et Tom Hanks. Et vraiment, l'histoire, elle est pas folle, quoi. Enfin, l'histoire... Et pourtant... Franchement, j'ai trouvé que les prémices étaient dignes d'un film Hallmark de Noël. C'était digne, mais la production, elle est vraiment bien faite. Les acteurs, ils sont cool. Et puis je pense qu'aussi l'image, la qualité d'image qu'on avait dans les années 90, qui est pas une... On n'était pas dans le 4K, le 5K, je ne sais combien de K, le HD et tout. Et du coup, c'est... Peut-être aussi que ça joue beaucoup sur ma nostalgie aussi, hein. Mais ça m'a fait plaisir de revoir tous ces vieux films, je les ai trouvés fun. C'était quand même, je me suis pas ennuyée en les regardant, quoi. J'avais pas spécialement envie d'être sur mon téléphone. Donc voilà, ça a été mes dernières semaines de regarder des vieux films. Et toi ? Attends, Pride and Prejudice, du coup c'est le film dont ils vont faire un remake avec Jacob Elordi et Margot Robbie, ou c'est un autre film ? Non, Pride and Prejudice, le film qu'on connaît bien, c'est celui avec Keira Knightley, qui est sorti au début des années 2000. Et le film dont tu parles, c'est les Hauts de Hurlevent, je crois. Ah, c'est les Hauts, je confonds toujours. Ok, c'est les Hauts de Hurlevent. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai regardé ? J'ai vu Frankenstein sur Netflix. J'ai trouvé ça aussi pas génial. T'en as pensé quoi ? Je pensais qu'il se passait plus de choses. Ouais, j'ai trouvé ça, mais d'un ennui. Je me suis pas profondément ennuyée non plus, parce que, voilà, t'es quand même happé par l'histoire du monstre et ses petites aventures, mais c'est vrai qu'il se passe pas grand-chose. Je m'attendais pas à voir cet acteur, c'est Jacob Elordi, c'est ça ? Ouais, le mec de Euphoria. Quand on l'a vu dans Kissing Booth, et là, de le voir là-dedans, déjà, on sent qu'il est passé à un autre niveau quand même. Le jeu d'acteur, je le reconnaissais pas, donc je trouvais ça intéressant. Et puis, mais sinon, oui, j'ai pas trouvé le film foufou non plus. C'était sympa, voilà. Et sinon, il y a une petite... j'ai découvert la semaine dernière, je sais pas si t'es au courant, mais il y a une meuf sur TikTok, une Nigérienne, qui a créé une série en 25 parts qui s'appelle The Danish Deception. Donc en fait, elle raconte comment elle a rencontré un Danois et que il lui doit de l'argent. En gros, c'est ça la série. C'est fascinant. Mais on va pas rentrer dedans parce qu'il y a trop de choses à dire, mais c'est vraiment un truc... Tu regardes cette dame, cette Renoir, cette Africaine, se faire avoir par un blond aux yeux bleus et t'as juste envie de... Je sais même pas ce que t'as envie de faire en fait. T'as envie de pleurer, t'as envie de rire, t'as envie de... C'est fascinant.
Mais c'est une vraie personne qu'elle a rencontrée ou... Oui, c'est une vraie personne, ouais. Oh. C'est un vrai mec. Comme Juste pour te donner... Comme l'arnaqueur de Tinder. Exactement. Et juste pour te donner une idée, quand la meuf te présente, déjà, elle te présente le sujet, elle te fait une vidéo d'introduction, elle te dit, c'est l'une des plus belles histoires d'amour que vous avez jamais entendues. T'es en mode, Et 2 phrases après, c'est, alors j'étais en vacances et j'ai rencontré ce mec magnifique, tout droit sorti d'un magazine de mode, blond aux yeux bleus, et j'étais en mode, Donc déjà, en fait, la meuf était, je sais pas, elle était hypnotisée, je sais pas. C'est très inquiétant. Je trouve ça très très inquiétant en 2025. Mais voilà, bref. Du coup, nous sommes pas là pour ça, hein. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Wicked! Wicked for Good! Ce merveilleux film. On a attendu pendant 1 an. Attendu est un bien grand mot, mais oui, il est sorti, la première partie est sortie l'année dernière, et là on a enfin la deuxième. Qui est sortie du coup le 19 novembre 2025, toujours réalisé par John M. Chu, mettant toujours en scène Cynthia Erivo dans le rôle de Elphaba, The Wicked Witch of the West, Ariana Grande dans le rôle de Glinda, The Good Witch of the North, Jeff Goldblum dans le rôle du magicien d'Oz, Michelle Yeoh dans le rôle de Madame Morrible, Jonathan Bailey dans le rôle de Fiyero, Marissa Bode dans le rôle de Nessa Rose, The Wicked Witch of the East, et Ethan Slater dans le rôle de Buck. Because I knew you. You're the only friend I ever had. Because I knew you. And I've had so many friends. Because I knew you. I have been changed. Petit résumé, Audrey ? Bien sûr. Wicked Part 2, c'est la suite des événements du film qui est sorti l'année dernière. Étiquetée comme la méchante sorcière de l'Ouest, Elphaba vit cachée dans la forêt. Elle poursuit sa lutte pour la liberté des animaux tout en cherchant à révéler la véritable nature du magicien d'Oz. Glinda, en revanche, est devenue l'incarnation même du glamour et de la vertu. Installée dans le palais d'Émeraude, elle jouit des privilèges de sa célébrité et œuvre, sous l'influence de Madame Morrible, à renforcer l'image du règne du magicien auprès du peuple. Avant de se lancer, on prévient, trigger warning, qu'on va faire un full spoiler et qu'on va vraiment raconter tous les éléments de l'intrigue, donc rien ne sera caché. Par quoi tu veux commencer ? Et si on commençait par parler un peu des personnages, de la révolution, du coup, depuis la fin du premier film. Ok. On commence par Elphaba. On commence par Elphaba. Que dire d'Elphaba ? Je trouvais que son personnage était plus intéressant que dans la première partie, mais j'ai pas du tout compris l'arc de son histoire. Ok. Dans la première partie, on la montre comme une activiste, et comme quelqu'un qui veut vraiment défendre les animaux. On la montre, elle, comme elle est verte, elle est différente des autres. Donc voilà, on est vraiment dans ce côté politique de la meuf qui veut défendre les opprimés et qui veut parce que elle comprend ce que c'est d'être opprimée. Toute la moitié du film, c'est ce qu'elle fait, et la deuxième moitié, elle se trouve un mec, elle se dispute avec sa best friend et elle abandonne tout et elle se casse. Et voilà. Ok. Ok. D'accord. Je vais pas exactement interpréter ces actions de la même façon, mais je suis d'accord avec toi que on comprend, c'est ma phrase, hein, on comprend pas ce qui se passe, on comprend pas ce que la dame veut, on comprend pas ce qu'elle fait, on comprend pas son engagement. En fait, t'as l'impression que, enfin, c'est clairement niveau dessin animé de CP, c'est du style, ça c'est bien, ça c'est mal, moi je suis pour le bien, mais ai-je un plan pour y parvenir? M'en demandez pas trop. Donc, je vois les animaux qui sont littéralement esclaves et qui doivent aider à construire la route en briques jaunes, et donc je vais les libérer, je vais les détacher, je vais les libérer, et ensuite je m'en vais. Je pars pas avec eux, je leur dis pas où ils peuvent aller se réfugier, je ne discute même pas avec eux pour savoir s'ils vont bien, je sais même pas si une fois que j'ai tourné le dos, ils sont de nouveau capturés, je me pose aucune question, je me dis juste que j'ai fait ma bonne action de la journée. Y a pas de plan, c'est juste, ça c'est pas bien, donc on arrête ça. Point.
En plus, il pourrait avoir une organisation. En fait, c'est pas logique qu'elle soit toute seule à vouloir se battre contre l'oppression et qu'il y ait aucun des animaux qui soit actif aussi, parce que elle libère les animaux, d'accord. On sait pas trop ce qui leur arrive, mais elle pourrait s'organiser avec eux. En fait, on la voit juste tout le temps faire des actions toute seule, être sabotée systématiquement par les discours de Madame Morrible, et ça n'avance pas, et on sait pas depuis combien de temps elle fait ça. On dirait que c'est plusieurs années, et elle vit dans la forêt. Ils l'ont jamais trouvée. Non mais, tu dis en plus être sabotée. Ils nous ont expliqué à la fin de Wicked partie 1 que c'était le personnage le plus puissant de l'univers. Et ensuite, elle voit des trucs comme ça, et puis, comme on a dit, elle brise les chaînes des animaux, et puis elle leur dit salam. Elle leur parle même pas. Elle leur dit pas, allez à tel endroit ici, ils pourront pas vous capturer. Qu'est-ce que vous voulez faire? De quoi vous avez besoin? En quoi puis-je vous aider? Elle est juste en mode, non, moi j'ai vu ça, j'ai pas aimé, donc je bloque ça. Elle arrive au... C'était quand ils ont fait la déclaration avec Glinda et Fiyero pour annoncer qu'ils allaient se marier. Elle débarque dans le ciel, elle écrit son message stupide dans le ciel, genre, attention, Oz est un menteur, là. Et ensuite, quand Madame Morrible échange les lettres, elle dit, bon, bah, j'ai échoué, je m'en vais. Et t'as envie de dire, what? What? En fait, elle fait que ça, quoi. Elle fait des trajets. Elle est pas hyper efficace. Absolument pas. Mais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ces actions, elles sont pas hyper efficaces. Et on comprend pas le message, en fait, du réalisateur, du film, de l'histoire. Pourquoi ils la font faire ça? Ils veulent nous montrer que la propagande de Madame Morrible est plus forte que la vérité, mais c'est un peu mal fait. Parce que si Elphaba, comme tu dis, est si puissante, bah elle aurait dû trouver des moyens plus puissants de rétablir la vérité. En fait, il suffit de montrer qu'il y a un mannequin, il suffit de montrer qu'il n'a pas de super pouvoir. Elle avait qu'à faire des affiches aussi. Enfin, je sais pas. Juste des affiches suffisent à convaincre les gens qu'elle essaie de tuer tout le monde. Ben, fais des affiches, je sais pas. Trouve-toi une équipe. Et même les singes, quand ils se mettent de son côté, ils servent à rien du tout. Enfin, ils auraient pu, je sais pas, ils savent pas parler, mais bon, ils trouvent un moyen de dire la vérité au peuple. Donc peut-être qu'ils veulent nous montrer aussi que le peuple, en fait, c'est impossible de les convaincre que Elphaba, en fait, elle est impuissante, quoi qu'elle fasse, de toute façon, elle ne peut rien. Même si elle a des super pouvoirs, et c'est la seule, avec Madame Morrible, à avoir des super pouvoirs dans cet univers, même si elle a des super pouvoirs, en fait, elle peut rien faire du tout. Je pense que peut-être que c'est le message. Le message, c'est, ça sert à rien. Elphaba, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas changer Oz, tu ne peux pas sauver les gens, tu ne peux rien faire du tout. Même si tu as raison, même si tu es la plus forte, et même si tu sais la vérité. Je trouve que ça va peut-être même plus loin que ça, parce que je m'avance un peu, mais techniquement, si on se focalise sur la fin du film dit que c'est même pas juste qu'elle peut rien faire, c'est que c'est surtout que c'est pas à elle de le faire. C'est pas à elle de rétablir Oz, c'est pas à elle de faire partir le méchant, c'est pas à elle d'être la magicienne adulée par tout le monde. Elle est pas à sa place. Mais c'est hyper injuste, parce que déjà c'est la seule qui veut sauver les gens. Enfin, les gens eux-mêmes, ils se sauvent pas tout seuls, ils s'en vont. Tous les animaux, ils ont décidé, bon bah, ils veulent plus de nous on s'en va. On se fait un petit tunnel, on s'en va. Pareil, en fait, le fait de faire un tunnel, là, je trouve ça un peu... historiquement... Ah bon? Ah bon? Ah vraiment? Tout le monde, en fait, ils s'en vont. Même les Munchkins, eux aussi, ils subissent de la répression, pareil, ils se défendent pas plus que ça. Il y en a un, il sait très bien qu'il lui a fait du mal, mais il oublie très vite, dans 2 minutes, il a oublié le truc qui vient de se passer, il en veut encore à Elphaba. À la fin, elle se dit, bon allez, salut tout le monde, j'arrête de me battre, je pars dans le désert avec mon mec. Et je trouve ça hyper injuste parce que, enfin je sais pas, surtout avec le contexte politique dans lequel on vit en ce moment, c'est horrible de voir que une activiste, en fait, elle est obligée de baisser les bras et de quitter le monde, quoi. Et elle part dans le désert, on sait pas c'est quoi la taille de ce désert, enfin elle part dans le néant, quoi. Et celle qui a tout, et qu'on adule et qui sauve tout le monde, c'est la meuf qui a rien fait pendant tout le film, pendant les 2 films. Rien fait.
littéralement rien fait. Bah écoute, on peut passer à Glinda, puisque c'est le personnage principal du film, on peut arrêter de se voiler la face. Moi, je me souviens que dans la première partie, quand on avait parlé d'épisode, j'avais dit, du coup, j'ai l'impression que la partie 1, elle est davantage focalisée sur Glinda, et que la partie 2 serait focalisée sur Elphaba. Mais non, en fait. Non, on est toujours sur, on voit Glinda qui est malheureuse dans son palais d'émeraude, on voit Glinda qui est malheureuse quand elle parle à Madame Horrible parce qu'elle a peur, on voit Glinda qui ne sait pas trop quoi faire par rapport à Oz parce qu'elle est en conflit avec elle-même en se disant est-ce que je dois continuer à profiter des mensonges et être une personne adulée ou est-ce que je dois aider la fille dont je prétends être la meilleure amie? Qu'est-ce que je dois faire? On voit Glinda qui est pas contente parce que Fiyero il l'a abandonnée à l'hôtel pour aller avec la sorcière verte. On voit Glinda qui est en mode il serait peut-être temps que je me mette à faire quelque chose de bien pour cet univers que je prétends vouloir représenter. Ah oui, je m'autoproclame du coup nouvelle régente ou présidente ou reine, ou je ne sais même pas ce qu'elle est, mais avec quelle autorité, avec quel pouvoir, en quelle capacité, je ne sais pas. Peut-être le fait que ce soit une femme blanche. Je sais pas, j'essaie de comprendre ce qu'on fait. Stop this. It's gone too far. I think Elphaba can take care of herself. Madam. Something has been troubling me. About Nessa, that cyclone. Sad. I suppose it was just her time. Was it? Was it? Or did you do it? Now, you listen to me, Missy. You may be fooling the rest of Oz, but you're not fooling me. You wanted this from the beginning, God, Linda. And now, you're getting what you wanted. No. So just do what you do best. Smile. Wave. And shut up. C'est parce qu'elle est populaire et jolie. Elle est populaire et jolie. Sans talent. Et que les gens Aucun l'aiment. talent. Surtout quand on nous montre le souvenir d'enfance, là, de son anniversaire, où elle sait elle-même qu'elle est nulle. Mais elle laisse croire les gens, mais en fait c'est ça son délire, c'est juste je laisse croire les gens que je suis incroyable, et comme je suis jolie, du coup les gens m'aiment bien, quoi. Voilà. Et ça s'arrête là. Et c'est notre et personnage du coup principal. je prends le pouvoir, je sauve tout le monde, alors que j'ai rien fait. Et j'ai Mhm. même participé, quelque part, elle participait à l'oppression des animaux, puisque elle était du côté des méchants. Bien Elle sûr. était méchante aussi, enfin, elle faisait rien, donc... Et elle brûle... Elle dit Elphaba, c'est la méchante. Elle accepte. Ouais. Elle ne se dit pas, non, franchement, ça va trop loin. Ma copine, elle est morte et tout pendant que j'étais dans le placard. Je vais quand même pas laisser croire qu'elle était méchante. Je vais quand même dire la vérité. Non. Bah si, parce que si je dis la vérité, ils vont savoir que j'étais pas du bon côté. Donc je préfère me débarrasser des méchants. Ouais. Non, mais moi, je ne comprends pas le message du film à cause de ces éléments. La fin, moi, je comprends le message. Hein. Non, mais le film te dit... J'aurais préféré que si Elphaba doit se sacrifier, qu'elle se sacrifie pour de vrai. Tu vois, qu'il y ait vraiment un sacrifice au lieu qu'elle se dise, bon, allez, j'en ai marre, mon mec est mort, d'accord, je vais être méchante, et puis je m'en vais. Et je fais un petit tour de passe-passe et je disparais. D'ailleurs, même la mort d'Elphaba, enfin la fausse mort d'Elphaba, Glinda, elle se dit pas, je vais arrêter la petite fille. Déjà, comment Glinda croit qu'un seau d'eau peut tuer Elphaba? Première question, je me dis, mais moi je pensais qu'elle n'y croyait pas, je pensais pas qu'elle pensait vraiment qu'elle était morte, quoi. C'est Glinda dont on parle, c'est une idiote. Tu te dis, je reste dans le placard, je laisse ma pote se faire tuer par la petite fille que je connais pas, et puis et ensuite je vais juste récupérer son petit chapeau. Et puis, je verse des larmes. larmes. Elle a laissé. Je verse 2-3 larmes. Non, oui, parce qu'elle a vu la fiole et elle s'est dit, ah oui, j'ai ma raison, je trouve. En fait, elle fait juste tout pour que les choses aillent dans son intérêt. Et une fois que les choses ont son intérêt, c'est bon. Le seul moment où elle est intelligente, c'est quand elle comprend le lien entre la bouteille et
le magicien d'Oz. Tu dis, elle est intelligente, elle a littéralement fait 1+1, quoi. Genre, elle a vu le magicien d'Oz boire la potion, et elle a vu la potion, et elle s'est dit... Non, mais la bouteille, elle l'a vue dans le premier film, donc elle aurait dû faire le lien depuis... Non, on le voit en boire dans ce film-là aussi. Oui, mais elle a vu la bouteille de Elphaba dans le premier film. Donc elle sait que Elphaba a la bouteille de son papa, là, dans le premier film. Elle la voit dans le premier film ? Oui, puisqu'elle sait que c'est la bouteille du papa, puisqu'elle va voir le magicien d'Oz. Elle lui dit, oui, c'est la bouteille d'Elphaba, c'était le souvenir de son père. C'est elle qui raconte l'histoire de la bouteille. Donc ah oui, elle c'est vrai, ça veut dire que... Ouais, je me suis pas demandé quand est-ce qu'Elphaba lui a dit que c'était le souvenir qu'elle avait de sa mère et tout et tout. Je me rappelle pas si on l'a montré ou pas, mais en tout cas, c'est elle qui dit que c'est le souvenir de son papa. Du coup, elle le sait depuis des années, a priori, mais elle n'avait pas fait le lien. Mais du coup, ça veut dire que Elphaba aussi, il savait. Puisque... Elphaba, elle a pas passé du temps avec le magicien d'Oz. Quand Elphaba, parce que elle est recherchée par tout le monde, mais la meuf, elle rentre, elle sort du palais comme si c'était sa maison. Quand elle va... c'est quoi, c'est après, quand une fois qu'elle ruine le mariage, qu'elle libère les animaux, tout ça, et que elle est devant le magicien d'Oz et qu'elle veut lui faire avouer et tout, et il est en mode... De toute façon, on peut leur dire la vérité, mais ils écouteront pas. Fiyero, il vient et il le met dans la cage. Et quand il le met dans la cage, avant que Glinda arrive, etc., et il sort la bouteille et il boit un coup. Et il me semble que... Il me semble que quand il est dans la cage, il boit... Mais peut-être que Elphaba était déjà parti. Je sais plus si c'est avant ou après que Elphaba et Fiyero sont partis. Je crois que c'est après parce que ou je sais pas s'ils sont là. Parce qu'en gros, il monte la bouteille qui est verte à Glinda dans le sens de montrer la jalousie en mode ouais, tous les deux ils sont ensemble. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le truc. Et donc je me suis dit, si Elphaba est là et qu'elle voit la bouteille, enfin, elle doit aussi pouvoir faire le lien. Et c'est pour ça qu'elle l'a laissé, mais peut-être pas. Enfin bref, de toute façon, le film s'en tape. On s'en tape, tout le monde s'en tape. J'ai l'impression qu'on se tape de tout. C'est plutôt en mode, regardez cette suite d'événements. De toute façon, on peut le dire, c'est trop long. Le premier film était déjà trop long. Je me souviens que j'avais dit, le premier film, au moins, il y avait des bonnes chansons, les performances étaient assez divertissantes, etc. Donc, et c'est peut-être aussi la période dans laquelle on était à ce moment-là quand c'est sorti, donc t'es en mode, bon, c'est pas un film de dingue, mais les chansons, les performances sont géniales, les chansons sont fun, tu vois pas passer les 2h40. Il se passe rien, mais pourtant ça fait 2h40 et t'as vu le film. Là, je peux dire qu'au bout de 15 minutes, j'étais en mode, oh my god, genre quand Glinda se met à chanter toute seule dans son palais qu'elle est la fille la plus heureuse et tout, qu'elle est censée être heureuse, j'étais en mode, oh mon dieu, ça va être long. Mais même la première partie, elle avait quand même plus de sens. Même ce que les personnages faisaient, enfin leur psychologie, elle avait plus de sens. Même le jeu d'acteur de Ariana Grande, tout ça, enfin, on pouvait croire en leur amitié naissante. Même si on voyait que Glinda, elle était quand même superficielle et qu'elle était intéressée par elle-même, clairement, il y avait quand même du sens. Là, dans la deuxième partie, le comportement de Glinda est incompréhensible, enfin tout le temps. Parce que un coup, elle fait style, elle est gentille, un coup, elle a l'air torturée, mais en fait, elle s'en fiche complètement de ce qui se passe parce qu'elle veut juste réaliser ses rêves superficiels. En fait, le comportement de Glinda, il n'a pas de sens. Et quand à la fin on nous montre, parce qu'on nous explique que le livre de magie, il fonctionne, tu peux le lire que si t'es une bonne personne, et qu'on voit Glinda, soudain, à la fin du film, elle devient une bonne personne, on se dit, à quel moment ? Pourquoi, d'un coup ? Toi, tu penses pas que... C'est pas comme ça que j'ai... parce que c'est une bonne personne ? Non. Moi, j'ai compris que le livre, elle peut le lire parce que elle est devenue une bonne personne. Pour de vrai. Pour moi, il y a 2 interprétations possibles. Une des interprétations, c'est que la fiole du magicien d'Oz a donné les pouvoirs à Elphaba. Et c'est pour ça qu'elle est non seulement sortie verte, mais elle est sortie avec de la magie. Et que à la fin du film, en fait, c'est juste qu'elle donne ses pouvoirs. Quand elle s'en va et qu'elle décide de partir avec Fiyero, on la voit, ils chantent leurs chansons et tout, et on la voit se retourner. Et elle l'envoie, c'est genre comme elle a vraiment décidé de totalement give up, elle est en mode I give up, totalement jusqu'au bout, et ben elle donne ses pouvoirs à Glinda, pour qu'elle puisse faire le bien. Ça, c'est une des théories. Ou sinon, la deuxième possibilité, c'est que
la fiole a donné la magie et je pense que c'est ça la vraie chose, c'est que soit c'est la fiole, soit en tout cas la mère d'Elphaba avait des pouvoirs magiques. Et qu'elle a transmis ses pouvoirs non seulement à Elphaba, mais aussi à Nessarose. C'est pour ça que Nessarose, elle arrive à lire le livre. Ou bien c'est une nouvelle fois Elphaba, quand elle a donné, tu sais, quand Nessarose a dit, ouais, mon vœu le plus cher, c'est machin, et que du coup, Elphaba lit machin, elle donne de la magie aussi à sa sœur. Et donc, elle a donné de la magie à sa sœur, et c'est comme ça que Nessarose a pu jeter un sort, et ensuite, elle a donné sa magie à Glinda. Moi, c'est comme ça que j'ai interprété la chose, mais à aucun moment, Glinda n'a pu lire le livre parce qu'elle est devenue good. Non. Moi, je sais pas. Parce qu'il y a aussi le fait que Glinda explique que si Elphaba a des pouvoirs, c'est parce que son père vient d'un autre monde. Genre, le monde réel, enfin, pas le monde d'Oz, et que sa mère est du monde d'Oz. Et le fait qu'ils aient fait un enfant ensemble, ça a créé de la magie. Ça explique pas pourquoi Madame Morrible a de la magie, mais c'est l'explication qu'elle avait, quoi. Donc, c'est une de ces théories qui est possible, mais je suis pas sûre qu'elle soit totalement exacte, puisque, comme tu dis, Madame Morrible, de toute façon, Madame Morrible, par exemple, on ne sait rien d'elle. À part que c'est la seule Asiate, enfin, l'une des seules Asiates. Mais vraiment, quel est son objectif? Pourquoi elle était méchante comme ça? Parce qu'on aurait pu faire un truc de dire que c'est elle qui prenait les décisions derrière Oz, mais même pas, puisqu'elle lui obéissait, et que du coup, dès que Oz s'en va, elle est prête à obéir à Glinda, et Glinda est en mode non. Et en mode non, il y a plein de cages et tout, tu peux aller en prison, et Madame Morrible semble totalement oublier qu'elle a des pouvoirs magiques. La dame a fait une tornade tellement grande, qu'il y a une maison qui était au Kansas qui est arrivée dans leur monde. Mais quand Glinda lui dit... volontairement elle a choisi d'écraser la meuf avec sa maison en plus. Voilà. Mais quand Glinda lui dit non, maintenant il est temps d'aller en prison, elle est en mode ah ok madame. Genre Glinda, son pouvoir je sais même pas quel pouvoir elle a, parce qu'elle l'a méprisé pendant 2 films. Soudainement, c'est la figure d'autorité à laquelle tout le monde obéit. Je trouve ça dingue. Can you not find it in your heart to forgive me? As Oz is my witness. I can see now how truly good you are. Actually, I'm not. Not yet. But just think, madam. We have so many cages, and all recently vacated. You'll have your pick. Although, I can't imagine you'll hold up very well. I mean, my personal opinion is you do not have what it takes. I hope you prove me wrong. I doubt you will. Peut-être que ce qu'ils veulent nous dire, c'est que la popularité, c'est un pouvoir, et que c'est le seul dont elle a besoin, en fait. Puis ça suffit. T'as pas besoin d'avoir des pouvoirs. En fait, de toute façon, les gens qui ont des pouvoirs magiques, ils ont pas de pouvoir. Enfin, ils ont des pouvoirs magiques, mais ils ont pas de pouvoir politique, ils ont pas de pouvoir sur les gens. Enfin, parce que même Madame Morrible, elle peut pas se débrouiller toute seule pour diriger Oz et faire sa propagande et tout. Elle utilise Glinda comme personne qui va parler aux gens. Elle dit les gens ils ont besoin de toi, donc c'est Glinda qui va parler, qui fait ses petites chansons, qui se fiance et tout. Madame Morrible, elle veut pas le faire elle-même. Et pareil, Elphaba, elle a des super pouvoirs, mais ça n'a pas été suffisant pour pouvoir changer les choses à Oz et rétablir les choses. Donc peut-être qu'ils nous disent qu'en fait, tu peux avoir tous les super pouvoirs que tu veux, ça sert à rien. En fait, ce qui compte, c'est l'image que les gens ils auront de toi. Et si les gens ils t'aiment bien, bah ça leur suffit. Parce que même le magicien d'Oz, il le dit. J'ai pas besoin d'avoir des pouvoirs, les gens ils m'aiment bien, quoi que je leur dise, ils vont l'accepter. Je peux leur raconter absolument n'importe quoi, ils vont l'accepter, quoi. Oui, mais c'est pas exactement vrai, puisqu'il passe son temps à faire des expériences pour faire croire que sa technologie c'est de la magie. Donc il a besoin d'avoir ce truc de pouvoir, même si c'est pas du vrai pouvoir. Et il a aussi besoin d'avoir Madame Morrible qui peut performer aussi certains actes magiques qui donnent l'impression qu'il est encore plus puissant qu'il ne l'est réellement. Oui, mais dans le même temps... Ça reste dans leur relation, ça reste lui qui a le pouvoir entre Madame Morrible et lui. Bien sûr, mais c'est une nouvelle fois un choix. Parce que si ce que tu dis est vrai et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de vrais pouvoirs magiques pour pouvoir diriger, pourquoi à la fin on donne de la magie à Glinda? En fait, je pense qu'il y a un problème. Soit ils ont voulu rester fidèles à la comédie musicale et donc ils ont dit... La comédie musicale, voilà comment elle se termine, donc on reste dessus. Mais si c'est le cas, il faut du coup se souvenir que ça a été écrit il y a très très longtemps, à la fin, je crois, du 19e siècle,
et que ça a été écrit pour des gens blancs, par des gens blancs, et tu vois, enfin, tout le principe, c'est ça. La comédie musicale, là, je parle du Magicien d'Oz. La comédie musicale est beaucoup plus récente, mais pareil, enfin, même si Elphaba, à cette époque-là, c'était une femme juive, enfin, ça restait quand même une personne blanche, on marquait, en fait, la différence. Tu peux dire que la différence était davantage en termes de handicap, c'était davantage de la discrimination, par exemple, si t'es différent physiquement des autres, plutôt que de la différence raciale. Alors que là, dans le film, on considère que les animaux sont, du coup, la différence raciale. T'as les animaux, du coup, qui sont persécutés, qui sont littéralement mis en esclavage, du coup, comme les Noirs. Et comme tu dis, ils vont dans le Underground Railroad à un moment, donc littéralement les Noirs, quoi. Et du coup, c'est là où c'est étrange, parce que du coup, t'as Elphaba qui est censée être une femme noire, mais qui est verte, mais qui est entre les deux, et tu sais pas trop. Et à côté, t'as Nessaros qui est une femme noire et qui est une fasciste. Donc, tu sais pas vraiment ce qu'on essaie de dire avec cette métaphore-là. Et t'as aussi les Munchkins, qui sont aussi arrêtés, persécutés et tout, machin. Donc, ça part dans tous les sens. Une nouvelle fois, c'est des gens qui se sont dit, ah, c'est juste un truc de bien et du mal, et on va pas au-delà pour essayer de comprendre et d'analyser comment les dynamiques renforcent ou au contraire desservent l'histoire. Donc on est dans ce truc de tu sais pas qu'est-ce qui représente quoi et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire. Ou en tout cas le message n'est pas le bon. En plus, même l'histoire des Munchkins, elle est pas claire. Parce que, à part le fait qu'ils soient roux, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec eux? Je ne sais pas. Ils ont l'air d'être roux et des paysans. Moi, c'est les seules caractéristiques que j'ai l'impression qu'ils ont comparé aux gens qui vivent dans le centre-ville, là, la ville d'Émeraude. On ne sait pas trop comment vivent les autres personnes. Ils sont pas plus, enfin, on leur interdit de quitter leur zone géographique juste parce que Nessaros, elle est fâchée contre Bock qui est amoureux de Glinda, 10 ans plus tard. Alors que on voit pas de raison, enfin, il n'y a pas de justification, tu vois, il n'y a pas de différence tellement forte avec eux. Et enfin, ça, j'aurais bien aimé qu'ils expliquent un peu plus, quoi. Pourquoi tu veux qu'ils expliquent? Ils sont persécutés, et puis ils s'en foutent. Ils acceptent. Oui. Comme le film, on s'en fout, c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est Glinda. Donc oui, ils sont persécutés. Moi, un truc quand même qui m'a fait halluciner, c'est à la fin, quand on revient sur la scène du début du film 1 avec Glinda qui descend et qui parle et machin, et on brûle l'effigie d'Elphaba et tout ça, et que t'as les Munchkins qui sont là, célébrer le fait que la sorcière soit morte, et t'as aussi les animaux. Les gens ont été emprisonnés, torturés, probablement tués, et à la fin on est juste en mode kumbaya, genre on est tous ensemble, on se tire la main et on brûle l'effigie de la méchante sorcière qui ne nous a absolument rien fait. Oui, comme tu dis, les Munchkins et les animaux, ils ont la mémoire courte. Genre, ils ont été persécutés 2 jours avant. Ils ont vu que Elphaba a essayé de les libérer plein de fois. Enfin, les buffles, là, Elphaba, elle a pas essayé de libérer les Munchkins. Et ça, c'est un problème que j'ai avec le film, c'est que quand elle est arrivée dans la ville où est Nessaros, c'est pour ça que pareil, comme on a dit, genre, Elphaba, elle est en mode, je suis pour, genre, ça aurait dû être une révolutionnaire, mais c'en est pas une, parce qu'elle a aucune cause, elle a aucun mouvement. Elle est juste, en fait, l'ennemi du magicien d'Oz. En fait, moi, quand je vois ça, ça me fait penser à tous ces débats qu'on a eu depuis Black Lives Matter, où t'as des blancs qui sont en mode, par exemple, je vote contre Trump, mais je ne vote pas pour telle autre partie, en fait. C'est juste, j'ai un ennemi, et je suis prêt à tout pour détruire cet ennemi-là. Mais tout ce qui fait autour, ou tout ce qui est annexe, j'en ai rien à faire, j'ai pas de vraie cause. Et c'est ce qu'on voit avec Elphaba, parce que oui, elle a eu sa nourrice qui était un ours. D'ailleurs, on a l'impression qu'elle l'a pas vu depuis 40 piges. Du coup, elle se dit, bon, du coup, j'aime bien les animaux, donc c'est pas bien qu'ils soient enchaînés et tout. Mais une nouvelle fois, je crée pas d'abri pour eux, j'essaye pas de les sauver, j'utilise pas ma magie pour les protéger. Enfin, ce truc-là, c'est juste en mode, quand je vois un truc qui va mal, et ben, à ce moment-là, j'interviens et après, je me bats. Et quand elle arrive, du coup, là où Nessaros est devenue, du coup, on suppose qu'elle a pris, genre, son père est mort et donc elle a pris le pouvoir. Enfin, je pensais qu'il y aurait eu des élections, mais je pense pas qu'il y en ait eu. Et du coup, elle arrive et elle apprend que, donc, Bock lui dit que, ouais, que Nessaros veut pas le laisser partir et elle apprend qu'il a mis en place une loi et tout contre les Munchkins. Elle en a rien à faire. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de Nessaros, puisque on est sur son travail, son aventure, quoi? Enfin, surtout son histoire avec les Munchkins et particulièrement Bock. Enfin, déjà dans le premier film, on la détestait. Mais
C'est Elle vrai a que rien c'était fait belle pour partie. arranger les choses. Ouais, mais c'était tellement ridicule que, tu vois, que j'ai commencé à me dire, c'est bon, ils en font un peu trop, quoi. Genre, il y a 2 femmes noires dans dans tout le film, et c'est ça, la représentation. Genre, à un moment... En plus, c'était la seule personne handicapée. Et donc, t'es là en disant, c'est ça l'histoire. C'est genre, elle veut pas que le mec, il s'en aille. Et donc, comme elle veut pas que le mec, il s'en aille, elle s'en prend à son ethnie entière. Genre, elle s'en prend pas qu'à lui, elle est pas en mode, je mets un décret en disant, je sais pas, moi, il a volé tel truc ou machin, emprisonné-le lui. Je m'en prends à tous ceux qui lui ressemblent. C'est quand même un truc de dingue. Genre, la transition entre, oui, je suis amoureuse d'un mec qui m'aimera jamais et je deviens une fasciste, autoritaire, dictatrice, et genre, la transition est beaucoup trop rapide. Donc, C'est clair. Et en plus, surtout que ça a été en 10 minutes le coup de folie de la meuf, quoi. Donc déjà, elle fait une loi pour l'empêcher de partir. Donc plus personne ne part. Il revient, on voit qu'il est malheureux. Mais tu vois qu'il est à son service et qu'il est triste et tout. Et elle essaie toujours de l'obliger à être content d'être là. Donc elle essaie de l'obliger à être amoureux d'elle, mais ça ne marche pas. Et à la première occasion, alors qu'elle a dit à sa sœur que c'était la personne la plus horrible du monde avec son livre horrible, elle utilise le fameux livre horrible pour jeter un sort au mec pour détruire encore plus sa vie. Et elle a le culot de lui dire « Ah non, mais c'est pas de moi, c'est la faute d'Elphaba. » sa lâcheté est légendaire. J'ai rien fait. Tu viens de me voir le faire, mais t'as bien vu que c'était pas moi. Mais du coup, ça me refait penser, enfin, c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde, c'est la magie, parce que tout à l'heure, on a dit, Madame Horrible, elle a de la magie, mais on comprend pas pourquoi. Elphaba aussi, elle a de la magie, mais on dit, enfin, à un moment, j'ai eu l'impression que elle était sous l'emprise du livre. C'est-à-dire que dès qu'il se passe un truc, le livre se met, les pages tournent toutes seules, le livre se met à briller, et elle lit ce qu'il y a écrit, mais elle sait pas ce qu'elle lit, elle sait pas ce qu'elle dit, et ensuite il se passe des choses. Et surtout, elle a trouvé tout de suite ce qu'il lui fallait. Mais c'est pas ce qu'il lui fallait. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est un peu, t'as l'impression que c'est un peu un piège, parce que elle trouve toujours des trucs, mais c'est pas exactement ça. C'est toujours approximatif, tu vois. Est-ce que le pouvoir de Madame Horrible, c'est pas juste qu'elle fait bouger les nuages? Ben, c'est Storm, quoi. C'est Storm, elle contrôle la météo. Moi, pour moi, c'est ça, Madame Horrible. Ok. Et du coup, Elphaba, elle peut faire de la magie sans le livre, mais elle utilise le livre pour faire d'autres sorts. Mais on sait pas trop quoi. Parce qu'on la voit l'utiliser une fois pour donner des ailes aux singes, une fois pour a priori réparer le sort qu'a fait sa sœur, elle transforme Boc en homme de fer, et une fois pour transformer son mec en homme de paille. Parce que quand Nessa Rose, elle lit le sort, Elphaba lui dit non, tu le fais pas correctement, mais t'as pas non plus l'impression qu'Elphaba sait ce qu'elle raconte. Et Nessa Rose arrive à lire et tout, pareil, mais elle sait pas ce qu'elle dit. Et c'est juste que le livre s'est ouvert sur cette page, alors on y va. Mais c'est très étrange. Même l'école où ils vont, c'est une école normale ou c'était une école de magie? Rien, je comprends pas, lui. Depuis le 1, je te dis, je comprends pas l'univers. Parce que là, j'allais te demander, est-ce que tu te souviens la raison pour laquelle Elphaba a utilisé le livre sur les singes? Pourquoi c'était quoi le sort qu'elle devait lancer? Bah, en fait, je crois qu'on lui a juste dit de lire le truc. Et elle a lu et il s'est passé ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je comprends pas. Je pense qu'ils ont pas trop réfléchi à comment fonctionne la magie. Parce que même s'il y a que Madame Horrible qui fait de la magie, et tout le monde croit que le magicien d'Oz fait de la magie. Quand Glinda est petite, elle a dit, moi aussi je vais faire de la magie. Comment elle sait qu'il est possible potentiellement qu'elle fasse de la magie? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui font de la magie? Est-ce que c'est comme, je sais pas, il y a des gens qui se réveillent, ils ont des super pouvoirs? Mais c'est sûr! Et pourquoi elle, est-ce qu'on peut apprendre à faire de la magie? Parce qu'elle veut, quand elle va à l'école, elle veut devenir une grande magicienne. Donc est-ce que c'est possible? Parce que Madame Horrible, elle fait des cours de magie, non? Donc elle apprend des gens à faire des trucs de magie. Elle enseigne que si elle voit des talents. Sinon, ça, je sais pas, le reste de l'année, elle est payée à rien faire. Du coup, ça fait 25 ans, elle a pas vu de gens... Enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs? S'il y en a, ils sont... Enfin, c'est sûr, parce que qui a écrit le livre? Mais les 4 meufs, pourquoi on les appelle les sorcières? Donc a priori, tu te dis, bah c'est qu'elle devrait avoir des pouvoirs. Même Glinda, on supposait qu'elle avait des pouvoirs, on l'a dit, c'est la sorcière. En plus, j'aime trop, Nessa Rose, elle a lancé un sort, elle a dit,
I am the Wicked Witch of the East. T'as lancé un sort, ça y est, t'es là. Putain, c'est rapide quand même. Comment ça fonctionne en fait? C'est spécial quoi. Mais après, ouais, je sais pas, tu te dis, est-ce que Madame Horrible, comme elle peut créer des tornades qui, de toute évidence, lient 2 mondes ou 2 dimensions, on va dire sûrement une autre dimension, un truc comme ça, entre elles, peut-être que tout ça vient d'un autre univers, tu vois. J'en sais rien. En fait, je sais pas, parce que le film n'est pas intéressé par ça. L'intérêt du film, c'est juste de dire, regardez cette pauvre Glinda, regardez cette pauvre Elphaba, et en mode, voilà le film avec ces deux. Et même, ce qui est très étrange, c'est que, oui, on avait parlé dans la partie 1 de la relation qu'il y avait entre elles et tout. Cette relation, on la voit même plus. En fait, au moins, on aurait pu se raccrocher à ça. Alors, il y avait juste la scène, d'ailleurs qui est dingue, puisque la maison vient de tomber sur sa sœur, elle veut se recueillir sur ce qui reste de sa sœur, et là t'as Glinda qui vient de donner les chaussures de sa sœur à Dorothée, qui est partie avec, et ensuite elles font leur scène de combat, alors que le corps de sa sœur n'est même pas enterré. Je sais même pas si elle a enterré sa sœur au final, je sais même pas ce qu'elle a fait. Oh, Elphaba, don't blame yourself, please. It's dreadful, it is. I mean, to have a house fall on you... Accidents will happen, and... You call that an accident? You think cyclones just appear out of the blue? I don't know, I never really thought about it. And how dare you send that mulish farm girl off to see the wizard as if he could do anything to help? She's lost, she's far from home. She took a dead woman's shoes. I had to do something. I'm a public figure now. People expect me to... Lie? Be encouraging. Those shoes are all I have left of my sister. They weren't yours to give. Non mais normalement le corps il a disparu, puisque dans le magicien d'Oz, les pieds ils disparaissent, parce qu'on voit les pieds avec les chaussures et on enlève, parce que en fait le truc c'est que peut-être aussi ils essaient beaucoup de rattacher l'histoire pour qu'elle ait du sens par rapport à l'histoire du magicien d'Oz, parce que Glinda dans le magicien d'Oz, dans Wicked, on sait pas ce qu'elle raconte dans Wicked, mais Glinda, elle dit que les chaussures sont magiques. Et que... Donc c'est pour ça qu'elle donne les chaussures à la petite fille. Sauf que dans Wicked, les chaussures, elles sont pas magiques. Non, elles sont magiques puisque Elphaba a lancé le sort parce que c'est les chaussures de sa sœur et elle... Tu sais, au départ, les souliers étaient gris, je crois. Et ensuite, Elphaba a lancé le sort, ils sont devenus écarlates. Et ensuite, comme Glinda les a donnés à Dorothée, ils sont redevenus gris. Donc il y a de la magie dedans parce que Glinda a lancé un sort et c'est parce qu'Elphaba a lancé un sort et c'est grâce à ça que Nessaros s'est mis à voler. Enfin, tu vois, à planer au-dessus. Et du coup, Glinda sait que les chaussures non, c'est pas cohérent magiques. parce que Glinda ne sait pas, elle sait pas ce que c'est la magie, elle en a pas. Mais ouais. En plus, dans l'histoire originale, les chaussures ne sont pas rouges. En fait, dans l'histoire originale, les chaussures sont bien argentées. Si nous, on connaît les chaussures rouges dans le Magicien d'Oz, c'est juste parce que quand ils ont fait le film, ça ressortait plus d'avoir des chaussures rouges que des chaussures argentées, donc c'est pour ça que les chaussures... Donc du coup, c'était un petit clin d'œil d'avoir fait les chaussures rouges, mais au final, dans l'histoire, ça n'a pas de sens que les chaussures aient changé de couleur et que Glinda donne les chaussures, en fait. Et puis en plus, Nessa Rose, la meuf, elle s'est fait écraser par une maison, ce qui est assez terrible, mais personne n'a l'air particulièrement triste de ce qui vient de se passer, ni choqué, ni se demande d'où sort cette maison. Enfin, ça, c'était le côté marrant, quand même, qu'on voit la petite fille qui se promène partout, qu'on voit jamais son visage, qu'elle soit vraiment au fond, quoi. Ça, c'était cool. Et pareil, les gens sont choqués quand ils voient que Elphaba est verte, mais ils sont pas choqués de voir un homme de fer et un homme de paille qui se promènent. Non. Même ils sont là, ouais. Bah, ils veulent tuer la méchante sorcière de l'Ouest, donc c'est le plus important. Ils sont de notre côté. Ils veulent aussi la tuer. Pourquoi on sait pas, mais aussi ils veulent. Il faut voir aussi Buck en 2 secondes. Déjà lui, amoureux de Glinda toute sa vie, il faut arrêter mon gars. À un moment, faut passer à autre chose. Premièrement. Et ensuite, genre le mec il voit qu'elle va se marier, il est en mode non mais je dois quand même lui faire ma déclaration parce que tu crois que ça va changer quelque chose. Et ensuite, quand Nessa Rose qui connaît, qui sait qu'elle manipule, qui machin et tout, et en plus s'il l'aime pas, lui dit non c'est pas ma faute, c'est Elphaba qui t'a jamais rien fait, pourquoi bon après tu me diras, il est pas au courant que Nessa Rose aussi peut faire de la magie. Mais il se questionne pas plus, il est en mode ah ouais elle a fait ça, je la tue. Ah ok. En plus ce qui est horrible c'est qu'ils choisissent comme personnage qui en veut à mort Elphaba, quelqu'un qui était aussi opprimé, qui, tu vois, pendant tout le film, le mec, il a été
il a été emprisonné quelque part par Nessa Rose. Même Glinda se fichait de lui quand elle lui a dit d'aller séduire parce qu'elle voulait se débarrasser de lui. Elle a dit va voir Nessa Rose, tu seras gentil, tout ça. On voit que lui-même c'est une victime de toute cette situation, mais c'est la personne qui est la plus. Même le lion, elle sauve le gosse. La gratitude, elle le sauve. Elle l'emmène dans les bois. Bon, d'accord, elle l'a abandonné. Je sais pas ce qui s'est passé après. Il sort de là où il sort et il lui dit non, moi j'étais dans une petite maison tranquille. Non mais attends, elle m'a juste pour kidnappée. en revenir sur Nessa Rose, quand même, un truc que je voudrais réaliser, c'est que une fois que Buck il devient du coup, je sais pas comment on dit en français, mais en anglais c'est The Tin Man, elle est plus amoureuse, hein. Elle est plus amoureuse, hein, elle le laisse partir. Hein. Elle avait mis en place une loi et tout pour s'assurer qu'il parte pas. Une fois qu'elle le voit dans cet état, bah non, c'est bon. Genre, l'amour, il est pas si profond que ça, au final. Et ensuite, pour en revenir au lion, ouais, une nouvelle fois, c'est un message de ouf. Le message, c'est, tu t'as voulu me sauver quand j'étais en danger, bah maintenant, regarde, à cause de toi, je suis pas devenu, je sais même pas ce qu'il est pas devenu. Il est pas devenu assez agressif, il a pas pu apprendre à se défendre par lui-même, enfin... Après, oui, est-ce que c'est normal qu'elle l'ait sorti du truc et qu'elle l'ait juste balancé dans la forêt en mode good luck? Je suis pas sûre. Mais de là à ce qu'il lui en veuille à mort, je trouve ça en effet dingue, quoi. Moi, ce que je connais, j'ai pas vu la comédie musicale de Broadway. J'ai pas lu le livre, mais je m'attendais dans le film à ce qu'il nous montre justement toute la propagande en fait qu'on nous montre d'un côté que la propagande était fausse, toutes les informations qu'on nous raconte sur la sorcière, la méchante sorcière sont fausses, et que l'envers du décor, donc la vérité, c'est que le lion l'aime bien, que tu vois, montrer qu'en vrai, dans le derrière, en fait, ce qui se passait, les gens ils l'aimaient bien et que la propagande était différente, tu vois. Je pensais qu'ils allaient montrer le parallèle entre voilà l'image qu'on donne de cette femme, mais en réalité, elle a fait des choses bien, il y a des gens qui la défendent, il y a des gens qui l'aiment bien, elle a sauvé des gens. Et au final, tous les gens qu'elle essaie d'aider ou qu'elle a bien... Le mec qu'elle a aidé au début du film, il la déteste. Les autres animaux, là, son prof, il peut pas parler. Sa nounou, qui pourrait parler de son caractère et dire que c'est une bonne personne, mais elle s'en va. Il y a que Fiyero qui essaie de la défendre publiquement, et lui, il se fait torturer, il se fait assaigner sauvagement. Mais même ça, qu'est-ce qu'on essaie de dire encore avec ce message? Super rapide, genre, c'est quand même les gens de... genre, c'était leur capitaine, donc c'est lui qui leur donnait des ordres, et à partir du moment où il a pris la défense de la sorcière, on dit, c'est bon, on s'en débarrasse. Très bizarre comme comportement. Mais en plus, surtout que ça s'est fait dans deux, quoi. Il a pas été emprisonné, il a pas... Enfin, je sais pas. Et puis, il ne cherche pas Elphaba. Je veux dire, la meuf, elle habite à côté, hein. Elle est dans un arbre. Et je pense pas qu'elle soit... C'est difficile à trouver. Pourquoi elle a laissé Fiyero? Une nouvelle fois, la meuf... Et pourquoi elle s'est laissée emprisonner? Parce qu'ils l'ont attrapée, c'est parce que Glinda a dit relâchez-la. Qu'elle est partie. Mais comment elle a fait pour se faire coincer? est une des seules personnes à avoir de la magie. Je ne comprends pas. Je comprends pas. J'ai pas de... J'ai pas plus d'explications. Ce film est vraiment quelque chose. On a vite fait parler du magicien d'Oz, on sait pas trop ce qu'il veut. Enfin, si lui, il veut rentrer chez lui, ou qu'on le laisse partir sans procès, sans jugement, tout ça, sans tape. Je pense pas qu'il veut rentrer chez lui, hein. Moi, je pense qu'il veut qu'Elphaba soit de son côté, et qu'elle fasse des trucs de magie pour lui. Je pense qu'il aime bien dans sa position du héros du peuple. Je pense même pas qu'il essaie d'avoir du pouvoir, de faire de la politique, de diriger et tout. Je pense qu'il aime juste être la star principale du monde. Tu vois, et qu'il aime bien faire des petites constructions, il aime bien fabriquer des choses. Ouais, je pense que c'est un peu son truc, le magicien, c'est un inventeur. Mais pourquoi il a réparé sa montgolfière alors? Je sais pas suivi. Parce que dans la partie 1, on voit, tu sais, elles ont toute la scène avec la montgolfière et tout qui monte et tout machin, et elles essayent de s'échapper avec ça, elles n'y arrivent pas. Et dans la partie 2, Dorothée s'en va avec la montgolfière, ça veut dire que la montgolfière a été réparée. Non, Dorothée ne part pas avec la montgolfière, c'est le magicien qui part avec la montgolfière. Dorothée, elle part en tapant des pieds les chaussures. Elle fait claquer les chaussures et elle repart dans son monde, oui. C'est le magicien qui part parce que avec j'ai la entendu montgolfière. dire à un moment, attendez-moi, du coup je croyais qu'il parlait à Dorothée, mais peut-être qu'en effet elle était partie. Bah en fait, elle a dit... Dorothée, elle était au pied, elle dit attendez-moi, mais le gars, il s'est barré sans elle. Et après, Glinda...
Glinda va voir Dorothée et elle lui dit... Ok, donc j'ai oui, inversé. tu crèves les pieds, et Ok, puis- c'est elle qui lui dit attendez-moi et lui qui part. Mm. Mais oui, donc je me suis dit quand même, Montgolfière, déjà qu'il l'ait gardée et qu'elle soit là, je me suis dit non, il veut rentrer chez lui et que comme il est arrivé par magie, peut-être à cause une nouvelle fois d'une tornade de Madame Morrible, et ben du coup peut-être que il voulait du coup utiliser la magie de d'Elphaba pour pouvoir retourner chez lui, puisqu'on ne sait pas si c'est une autre dimension, si c'est un autre univers, on ne sait pas trop. Mais ouais. On voit qu'il est parti sans la magie. Moi, je pense parce que même quand ils font la danse à trois avec Elphaba, Glinda et lui, il lui dit travaille avec moi. Tu vois, on voit qu'il voulait faire équipe avec elle. Moi, je pense que il voulait faire des trucs avec elle parce que elle a des pouvoirs, donc ça lui permet de l'utiliser. Mais pour moi, son délire, c'est juste d'être une star. Et Glinda, elle est un peu dans ce délire-là aussi, tu vois. Et du coup, elle prend sa place quelque part de magicien à la fin, quand elle fait partir tout le monde et c'est elle la star principale de Oz. Puisque Oz, ils aiment admirer Ils ont quelqu'un. besoin d'une idole. Ils ont besoin de... Ils ont besoin d'une idole, ouais. Oh mon dieu. Même, enfin, tout ce qui se passe sous leurs yeux, ils n'arrivent pas à l'analyser. Quand Glinda, elle dit à Fiyero, surprise, on est fiancés, personne dans le public trouve ça bizarre. C'est normal. Je voulais te surprendre en t'annonçant que nous sommes fiancés, on se marie dans 3 jours, quoi. C'est génial. T'as pensé quoi de Fiyero? Alors, première chose, déjà j'avais l'impression que l'acteur, il était fatigué. Moi, c'est Michelle Yeoh qui m'a donné cette impression. Michelle Yeoh, t'avais l'impression qu'elle était en mode, j'ai pas envie d'être là. Genre vraiment, c'est pas elle et Jeff Goldblum, ils savent pas chanter. C'était gênant. Mais moi, quand elle a chanté, ça m'a un peu choquée. Je m'y attendais pas parce que je me dis comédie musicale. Ok, tu veux prendre des super acteurs et tout, mais tu prends des super acteurs qui chantent bien. Je dis pas qu'elle chantait mal, mais... Surtout, genre, t'as Ariana Grande et Cynthia Erivo qui chantent super bien, et tout à coup, t'as Madame Morrible était là. Non, arrête, coupez le micro. Vraiment, t'es juste en train de couper le micro, s'il vous plaît. Ils auraient dû la doubler, je sais pas, trouver une solution. Elle sait pas chanter. Bref. En dehors de ça, Fiyero, le personnage de Fiyero, on le voit pas beaucoup. Après, moi, j'ai trouvé qu'il était chou, qu'il partait avec sa petite copine et tout. Moi, j'ai rien de spécial à dire avec lui. Il était là. Moi, l'acteur, je t'ai dit, j'avais l'impression qu'il était fatigué. Franchement, je crois que ce tournage de ces 2 films a été dur pour les acteurs. Parce que tu sens que... Il y a des moments, tu sens que la fatigue, là. Il chante, il danse. Et en tout cas, lui, surtout la scène où ils sont dans l'arbre tous les deux, la scène un peu sexy, j'ai pas trouvé que c'était très sexy. C'est dommage. J'ai pas ressenti l'alchimie entre eux. Ouais. Voilà. Ça m'a un petit peu... Mais bon. Attends, petit aparté à propos de cette scène. Elphaba, moi, je pensais que sa tenue, là, sa cape, c'était son manteau. Et qu'en dessous, elle avait une autre tenue, enfin un vêtement. Mais non, elle a enlevé sa cape, et en dessous, lingerie. Elle était en lingerie quand elle a enlevé son manteau. En dessous, elle avait un petit shorty, petit top. Après, elle a mis son gilet, là. Elle a mis son gilet qui tombait sur son épaule, comme ça, sur le côté. En mode, un peu innocent, mais un peu sexy quand même, parce qu'elle montre une épaule. Je lui dis, madame, attends, mais si tu cherches ta vidéo, tu regardes, madame. Donc on se promène comme ça, là, dans tout haut sur son balai. C'était too much pour toi. En culotte. Ah, mais non, mais elle avait trop des vêtements sexy sous. Elle a pris son rôle de sorcière très au sérieux. À quel moment? Elle a créé sa maison en bois, dans la forêt. Enfin, tu vois, elle a pris le truc littéralement. Mais ouais, non. Ouais, je me demandais où elle dormait, ça m'a pas déçue. Et non, j'ai trouvé que l'alchimie entre eux, c'était pas trop ça, quoi. C'était pas... Mais j'aime bien le personnage de Fiyero. Je pense parce qu'il chante bien, il danse bien, il est joli. Moi, je trouve que tous les personnages ont été desservis par la deuxième partie. Ils étaient beaucoup plus intéressants dans la première. Et Fiyero, vraiment, quand on lui dit, bon, tu vas te marier, tu sens qu'elle est pas motivée et tout, à la première occasion, il
il s'en va, ce que je peux comprendre, mais le fait que 5 minutes plus tôt, il était prêt à se marier avec Glinda et qu'ensuite il est en train de se taper Elphaba, je dis, mon gars, tu vas vite quand même, hein. C'est genre, t'as pas besoin d'un genre un petit temps d'adaptation, t'assurer que, machin et tout. Et ensuite, il est transformé en épouvantail, donc je suppose qu'il a envoyé une lettre, parce qu'à un moment, Elphaba et Glinda, tu sais, elles sont sur leur balcon, là, je sais pas quoi, et elle reçoit une lettre du singe, Krister, je crois qu'il s'appelle le singe, et je suppose que du coup c'était la lettre de Fiyero qui lui disait cache-toi dans machin et tout, et on partira ensemble, je suppose, hein, je sais pas, on ne sait pas. Mais pourquoi il est pas venu la voir plus tôt? Pourquoi il est resté avec Dorothée? Enfin, j'ai pas compris tout ça, quoi. J'ai pas d'explication. Moi, je crois pas que c'est une lettre de Fiyero. C'est le singe qui a écrit une lettre pour lui dire Fiyero est mort. Bah non, puisqu'elle a déjà la scène... Parce que quand elle est dans la tour... Attends, on parle de quelle scène? Parce que tu me dis, ils sont sur le balcon. Bah à quel moment? À la fin, quand elle chante For Good, avec juste avant que Dorothée... Quand il y a Dorothée, dans la cave. Tu sais, quand Dorothée, laisse-moi sortir pauvre. et tout, on a mis l'enfant dans la cave. Ah, ok. Quand il y a Dorothée dans la cave, elle a une discussion avec Glinda, parce que Glinda vient et lui dit, relâche-la et tout, machin. Et pendant qu'elles sont en train de parler, Krister, il arrive avec il lui murmure, je sais plus s'il a une lettre ou il lui murmure un truc. Elle dit, ah, ok, très bien. Donc, c'est pas une mauvaise nouvelle, parce que elle avait pas l'air plus perturbée que ça. Mais t'avais plutôt l'impression que son plan était en place, puisqu'ensuite, elle fout Elphaba derrière la porte, et qu'elle est en mode, du coup, je me fais laver par une gamine. Enfin, je sais pas ce qu'on fait, mais... Donc, j'ai pas compris pourquoi l'épouvantail était... Tu sais pourquoi Dorothée, elle y va parce que c'est ce que lui dit de faire le magicien d'Oz. Le lion, bah, il est fâché, hein, il est fâché parce qu'on l'a sauvé. L'homme d'acier, bah, il y va parce que pareil, Nessa Rose, elle a dit c'est Elphaba, donc il va pas voir Elphaba pour dire inverse ce que t'as fait, il veut juste directement la tuer, parce que pourquoi autre chose. Et ensuite t'as l'épouvantail, et t'as juste l'impression qu'il est là parce que tu sais que Dorothée, elle s'est baladée avec ses 3 compagnons. Tu vois, t'as pas vraiment l'impression qu'il y a une logique. Oui, surtout que lui, on suppose que il suit Dorothée dans le fond de sa tête pour pouvoir retrouver Elphaba parce que c'est sa meuf. Mais par rapport à l'histoire du magicien d'Oz, ça n'a pas trop... Mais c'est surtout qu'elle est dans sa maison, il sait où elle est. C'est lui qui lui a dit d'aller là-bas. Donc, Et vraiment, bref, je sais pas, Tu veux parler du triangle amoureux ou pas? Je sais même pas ce qu'il y a à dire. Est-ce que... Elphaba, pas Elphaba. Glinda était pas amoureuse de Fiyero, elle aimait l'idée d'être avec un mec comme Fiyero. Mais après, à quel moment Elphaba est amoureuse de Fiyero aussi? Parce que, ok, ils ont une petite connexion dans le premier film, mais on a l'impression qu'ils se sont pas vus depuis des années. En plus, elle a vu qu'il travaille pour le gouvernement, il est même le chef de l'armée du gouvernement. À quel moment elle est amoureuse de lui? Tu vois? Enfin, que soudain, comme il la sauve et qu'il se retrouve dans l'arbre et qu'il décide d'accord, je veux bien, mais qu'on nous présente ça comme une histoire d'amour entre eux, ça n'a pas été, il y a pas de construction. Ouais, leur histoire n'avait pas assez travaillé. Après, tu sais juste que Fiyero est toujours de son côté, quoi, qu'il a toujours été de son côté, qu'il est toujours de son côté, donc elle se dit, contrairement à Glinda, hein, qui est en mode, je ne fais que ce qui peut me servir. Je prends pas trop de... Enfin, si, quand même. Non, mais viens de notre côté. Tu sais, vraiment, la chanson avec le magicien d'Oz et Glinda. Et je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? En mode, oui, tu pourrais être avec nous, tu pourrais nous servir et tout. Ils étaient là. Et je vois que Elphaba, elle réfléchit, elle envisage la possibilité. Je suis en mode, what? Genre, tu sais qu'ils mettent des gens dans des cages. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin... Elle pensait qu'en se mettant du côté du magicien, il allait arrêter toutes ses exactions, il allait arrêter de persécuter les animaux, et tu vois, qu'il allait faire... Elle pensait qu'en se mettant avec lui, elle allait pouvoir changer les choses, jusqu'à ce qu'elle voit qu'il lui cache les choses. Moi, je trouve que les personnages les plus touchants, en vrai, dans le film, c'était les singes. Les singes, ils me faisaient trop de la peine. Mais même eux, Vraiment. Ils auraient pu se parler. Hein. Pourquoi ils revenaient? Tu dis, ils te faisaient trop de la peine. Ils auraient pu partir, ils ont littéralement des ailes. Oui, pourquoi ils revenaient à chaque fois? C'est vrai. Ce film est génial.
Sinon, il chantait bien, hein. Les chansons étaient Quelle sympas. chanson? Je sais même plus. Les chansons n'ont pas marqué non plus. Non, les chansons... Non, les sous-vêtements. Elle est déterminée sur ses sous-vêtements. D'Elphaba. Cherche sur Google, tu vas Cherche les voir. sous-vêtements de... Moi, quand elle a enlevé son manteau, j'ai fait... Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois que j'avais déjà décroché. Mais... Donc, en gros, hein, donc, si on doit résumer le film... Donc, dans Wicked, on nous dit qu'une femme noire, qui est pleine de pouvoir, doit perdre absolument tout et sacrifier tout ce qu'elle possède. Donc, elle doit perdre sa famille. Elle a perdu son père et sa sœur. Elle doit perdre sa magie, puisqu'elle la donne à Glinda. Elle doit quitter, du coup, le lieu où elle vit, son pays. Elle doit ternir sa réputation. Elle doit voir son mec, du coup, se faire... Avant qu'elle sache qu'il était vivant, elle pense qu'il est aussi mort. Juste pour s'assurer que sa copine blanche, qui n'a aucun talent, puisse accéder au pouvoir. En gros, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce que nous dit le film. Et surtout, Glinda, elle accède au pouvoir alors qu'elle a rien fait pendant tout le film, juste en se promenant, en souriant, en secouant ses cheveux. Voilà. Non, c'est vrai que c'est... Et attends, est-ce que tu as relevé ce petit moment quand Glinda... pas Glinda. T'as relevé ce petit moment quand Elphaba dit à Fiyero, oui, t'es pas obligé de me dire que je suis jolie, et qui lui dit... non, mais je te regarde autrement. Je lui dis, t'es en train de confirmer que tu la trouves moche. Je te regarde pas avec les yeux, je te regarde avec le cœur. Il faut que tu comprennes ça, en fait. C'est... Waouh. C'est terrible. Moi, j'aurais été vexée, je l'aurais poussé de mon arbre. Et après, quand lui, il arrive, il lui dit, t'es pas obligé de me dire. Elle lui répond la même chose. C'était bien, mais quand même, ça se fait pas. En vrai, tu es en train de confirmer, c'est bon, on est moches tous les deux maintenant. Du coup, ils peuvent être ensemble. Ouais. Non, c'est bien. Et donc, ça veut aussi dire, tout ça, que pour vivre dans un monde meilleur, si tu veux changer le monde, si tu veux que les choses soient mieux, il faut changer les choses de l'intérieur. Tu sais, quand t'as des mecs qui deviennent policiers qui disent « Non, mais c'est parce que moi, je crois vraiment à la justice et tout. » Tu sais, ils préfèrent intégrer le système en disant « Un jour, j'accéderai au sommet, je pourrai changer les choses. » Alors que tu vas juste devenir un membre du système. Et donc, c'est ça le problème d'Elphaba, c'est qu'elle a voulu se rebeller, elle a voulu faire les choses en étant à l'extérieur, et ça a pas marché. Mais comme tu peux voir, Glinda, elle est restée à l'intérieur, elle a fait tout ce qu'on lui a dit de faire, elle a obéi à tout le monde, et maintenant, elle est au sommet. Et en plus, je comprends ce que tu dis, c'est certainement ce qu'il voulait dire, mais ça n'a encore moins de sens que Glinda n'a jamais montré à un seul moment qu'elle a essayé de changer quoi que ce soit. Parce qu'on aurait pu la voir discuter avec le magicien et lui dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de persécuter les gens ou fais quelque chose et qu'il fasse des promesses, tu vois, qu'il dise oui, on fera des choses différemment quand t'auras fait ci, t'auras fait ça. Ça aurait plus de chances de montrer qu'elle a voulu intégrer le système pour pouvoir le changer de l'intérieur. Sauf que elle a juste intégré le système parce que ça l'arrangeait et que c'était une star. Et qu'on lui donnait tout ce qu'elle voulait. Elle avait une belle robe, elle avait une couronne, on lui a donné une baguette, on lui a donné une bulle, on lui a donné un fiancé, on lui a donné un magnifique mariage quand elle marche, il y a des papillons qui s'envolent. Elle entend des boum 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 pendant son mariage. Tout le monde est inquiet. Elle se dit, non, moi les bruits à l'extérieur ne me concernent pas. Je fais mon mariage, ça m'est égal. Enfin, Glinda. Et donc, si on nous montre que l'héroïne finale, c'est censé être Glinda, et en plus Glinda la bonne, puisque jusqu'à la fin, on continue de nous dire que Wicked, c'est Elphaba, le message, il a un problème. Le message, c'est que, un problème dans comme le on a dit, Elphaba a littéralement tout perdu, et Glinda n'a fait que gagner. Et Glinda a laissé sa bestie, elle pleurait avec elle, elle a laissé mourir. Parce qu'on part du principe que Glinda pense que Glinda a vu une enfant jeter de l'eau sur sa copine et elle s'est dit « Ah ouais, ma copine est morte ». Genre, ça veut quand même dire qu'une part d'elle croyait dans la rumeur.
C'est la rumeur que, je crois que c'est Madame Horrible qui à un moment dit oui, elle est tellement mauvaise et sale que si vous jetez un seau d'eau sur elle, elle va fondre. Glinda, une partie d'elle, enfin, ça veut dire que Glinda croyait à cette légende. Donc, elle prétend être l'amie d'Elphaba, mais c'est pas vrai, en fait. Et c'est aussi ce que ça veut dire. En plus, tu sais, la scène où on les voit toutes les deux, chacune d'un côté de la porte, qui se disent adieu. Comment, en plus, surtout que jusqu'à la fin, il nous montre à quel point Elphaba aime Glinda. En fait, c'est ça aussi qui est assez terrible, c'est que malgré tout ce que Glinda lui a fait, à cause de Glinda, sa sœur, elle s'est fait écraser par une maison. Parce que c'est Glinda qui a dit prenez-vous-en à sa sœur, comme ça va la faire réagir. Enfin, elle a tout fait pour la détruire. Enfin, dès la première occasion, elle s'est pas dit non, ok, Fiyero, que je n'aime pas et qui ne m'aime pas, il est parti avec elle, c'est pas grave. Non, elle s'est dit je vais me venger. Elle a laissé sa sœur mourir, elle a donné les chaussures de sa sœur, elle a continué de faire la propagande. Ensuite, elle allait la voir, on sait pas pourquoi. Finalement, elles ont pleuré, elles ont chanté une chanson, elle l'a laissé mourir. Elle a pris le livre. Ouais, elle a pris le livre. Elle est partie, elle allait pleurer sur le chapeau. Elle allait pleurer sur le chapeau, quand même. Et puis, elle est rentrée chez elle, elle a dit, bon, maintenant, c'est moi qui suis la chef. Et ensuite, surtout que, l'autre truc aussi qui est terrible avec le film, c'est que au tout début du premier film, on nous montre Glinda qui a l'air, tu vois, elle a l'air d'avoir un conflit intérieur. Et donc et ça encore, ça nous fait croire que Glinda, peut-être qu'elle cache des informations, peut-être que Glinda sait que Elphaba n'est pas mauvaise, peut-être que Glinda sait que Elphaba n'est pas morte, peut-être que Glinda sait que, tu vois, qu'elle va faire quelque chose de bien. Et en fait, c'était quoi son conflit? C'était... C'est juste que Est-ce que je devrais dire la vérité? J'ai laissé mourir Est-ce ma que pote. je devrais dire la vérité et leur dire en fait que non, c'était pas elle la méchante, mais que du coup j'ai participé au système et que je devrais pas être votre chef? Ou est-ce que je vous laisse continuer de m'aduler? C'était ça son conflit, c'est tout. Et puis on nous montre son petit souvenir où ils sont tous ensemble, dans la lumière et tout. Enfin, Glinda. Glinda. Glinda the Good Witch. Oh my god, ce qu'il y a de film. The Good Witch. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour, je non? pense qu'on a fait le tour. Tu mets quelle note au film, Audrey? C'est compliqué. Je dirais, je lui mets un 6. Pourquoi? Parce que le film, il est pas nul. Bon, il se regarde, j'ai pas vu le temps passer quand je l'ai regardé. Les filles, elles chantent hyper bien, donc c'était quand même pas désagréable. Bon, quand Madame Horrible a chanté, bon, ça m'a sorti du film. Mais c'était fun, tu vois, c'est pas... Après, c'est juste le sous-texte du film qui me perturbe beaucoup. Vraiment, quand à la fin du film, je vois Elphaba dans ses sous-vêtements là qui part dans le désert, je me suis dit, pardon, c'est quoi cette fin? On nous montre une activiste pendant tout le film et en fait elle se dit, allez ciao, peace, je pars dans le désert. Elle aurait pu retourner dans la forêt, hein, puisque personne n'a trouvé là-bas jusqu'alors. Mais ouais, ça m'a quand même vachement déçu, c'est de la fin d'Elphaba en fait. La fin de l'histoire d'Elphaba, pour moi, elle a pas de sens. Donc je lui mets un 6. Et toi? 4. Je lui mets un 4 parce que j'ai pas aimé le rythme du film. Contrairement à toi, je l'ai senti. Je t'ai dit, quand la scène Ariana Grande fait son solo et tout, j'ai trouvé que les chansons étaient nulles. À part peut-être 2 chansons. La chanson For Good, qui est la chanson qu'elles chantent toutes les deux avant que Elphaba fasse semblant de mourir. Et quelle autre chanson? La chanson que Elphaba elle chante quand elle essaye désespérément de sauver Fiyero. Mais le problème, c'est que je trouvais que, autant dans le premier, les actions et les paroles des chansons allaient ensemble, tu sais, tous les numéros de danse populaires, tous les trucs qu'ils ont fait, c'était en cohérence, autant là, j'ai l'impression que les gens se mettaient juste à chanter sans raison. Qu'il n'y avait pas de vraie cohérence entre ce qu'ils décrivaient en chanson et ce qui se passait à l'écran. J'ai trouvé que le film visuellement était très laid. Déjà, le premier était laid, mais là, c'était, je trouve, d'autant plus flagrant. Les chansons, en plus d'être nulles, elles étaient trop longues. L'histoire, pareil, enfin, les 2 heures... En fait, il n'y a rien qui justifie que le film soit aussi long, je trouve. D'autant plus qu'il se passe pas grand-chose, que les décisions que prennent les personnages sont pas expliquées, que, comme j'ai dit, je trouve que les personnages sont desservis par cette deuxième partie.
Et voilà, pour moi, le film, il mérite un 4. Il mérite même pas la moyenne, quoi. Je trouve que les performances... il y avait pas d'humour. Au moins dans le 1, il y avait quelques scènes drôles, là, c'était pas drôle. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment rien, il y a très peu de choses qui vont, quoi. Moi, je pense que... Moi, je suis quasi persuadée que le jeu des acteurs en a pâti parce qu'ils étaient fatigués. Hein. Moi, je trouve que les gens avaient l'air fatigués dans le film. Je sais pas comment expliquer. Mais je vois ce que tu veux dire. Et... Ils ont tout donné pour la partie 1, même si les deux parties ont été filmées en même temps, tu sens qu'au fur et à mesure, ils avaient de moins en moins de jus, quoi. Et même, je pense... Ah, ils ont fait les deux d'un... Ah ouais, c'est quand même chaud, quoi. Enfin, de 4 heures, plus de 4 heures de film d'un coup. Ouais, ils étaient fatigués, ils étaient saoulés. Tu sens qu'ils ont plus l'énergie, c'est vraiment. Surtout Fierro, vraiment lui. Mais Ariana Grande aussi, Mais je trouve oui, un peu... surtout qu'elle avait beaucoup moins de choses à faire que genre faire la grimace, quoi, en mode ah, je suis pas contente, ah, je suis triste. Ah, elle avait pas grand chose à faire. Attends, il y avait moins de gens aussi, il y avait moins de gens dans le deuxième film. Parce que par rapport au premier où ils sont à l'école, il y a tous les autres élèves et tout. Ouais. Eh bien, c'est tout pour cet épisode d'On Regarde ou pas. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous avez pensé du film et de notre review. Vous pouvez laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix. Et vous pouvez également nous retrouver sur Insta à @onregardeoupas ou nous contacter à l'adresse email onregardeoupas@gmail.com. À très bientôt. Bye bye.